glacier qui dort avant que l'aube ne devienne un tort. La terre gronde sous mes pieds de géant. L'appel du sang est un cri déchirant. Le fardeau pèse comme une montagne contre la nuit qui gagne la campagne. Je prends l'épée, je forge mon destin. Le fer répond à l'ombre de ma main. Debout les cœurs, l'horizon nous réclame. Le feu sacré brûle au fond de chaque came. Portez-étendard, chassez l'espère, que nos vies soient les fers de vos sceptres. L'ombre recule devant notre élan. Le prix du jour s'écrit dans le semblant. Levez les yeux vers la tour immaculée. L'ère des héros n'est pas immolée. Oh, plus immolée. Oh, lumière et fer. Le cristal veille, nous restons les gardiens. Prologue, l'ultime révélation. Le miroir interdimensionnel de Marc le passeur du temps et le regard souverain de Bella l'impératrice, venait à peine de s'effacer de l'esprit de Lyrieux et Licornia. Sous la voûte d'Aethelgar, l'elfe et la licorne pensaient avoir traversé le pire des vertiges temporels. Ils se trompaient. Le tissu même de l'univers se déchira une dernière fois, non pas pour leur offrir un fragment, mais pour graver dans leur chair, leur âme et leur mémoire l'histoire absolue. Tout devint flou et d'une clarté aveuglante à la fois. Le passé, le présent et le futur fusionnèrent en un torrent d'images, de sons et d'émotions. Ils n'étaient plus de simples observateurs, ils devenaient les dépositaires d'une épopée cosmique. Les mystères de Kilou, de ses amis, des menaces indicibles et d'une autre Bella allaient se graver en eux pour l'éternité, répondant à toutes les questions que leur destin avait semées sur leur route. Chapitre 1. Le miracle du cristal rouge. La vision s'ouvrit, limpide, sur une planète lointaine appelée Kangashoki. Lyrieux et Licornia virent un couple, Ama et Mus, qui vivaient dans une charmante demeure fabriquée en cristal rouge, un matériau résistant et brillant utilisé par leur peuple. Leur tristesse inondait l'air. Depuis 10 ans, ils espéraient avoir un enfant, en vain. Guidés par l'espoir, ils entreprirent un long et dangereux périple de 2 jours vers le temple des souhaits. Au cours de ce voyage, la trame du destin s'activa. Dans la forêt des bois cornus, une licorne bleue du nom de Bella gambadait. Fuyant les monstres appelés Ombrasio, elle et son peuple s'étaient réfugiés sur cette planète. Par la force de son esprit, cette licorne bleue perçut qu'Amaïm s'était attaquée par un terrible dragon. À distance, Bella pénétra l'esprit de la bête, et fit s'enflammer la tête de la monstruosité, sauvant le couple. Plus tard, un petit être intelligent nommé Ratou les sauva à son tour d'une araignée géante. Arrivés au temple des souhaits, une voix sacrée leur accorda leurs vœux, et quelques mois plus tard, au cœur de leur village de Someya, naquit un petit garçon au poil jaune nommé Kilou. Chapitre 2. La malédiction et l'anacre bleue. L'esprit de Lyrieux frémit lorsque la vision s'assombrit. Le petit Kilou, encore bébé, fut frappé par un mal inconnu et mortel. Devant le désespoir des Messé Ama, leur grand ami Tota décida de porter l'enfant mourant dans la forêt, espérant trouver la légendaire licorne bleue. Bella sentit leur détresse. En reniflant l'enfant, elle perçut la marque du mal, un envoûtement maléfique destiné à le tuer. Touchant Kilou avec sa corne, elle l'enveloppa d'une lumière orange et le guérit instantanément. Mais la joie fut de courte durée. Un dragon rouge, l'un des plus redoutables, attaqua Bella et la laissa pour morte. C'est alors que l'impossible se produisit sous les yeux de Lyrieux et Licornia. Le bébé Kilou illumina ses yeux et terrassa le dragon rouge avec de puissants rayons. Roulant vers Bella, l'enfant toucha la corne de la licorne et, dans une lumière orange, la ramena à la vie. Le lien indéfectible entre l'élu et la créature cornue venait de naître. Chapitre 3. L'éveil de l'élu. Les années passèrent en un battement de cils dans la vision. Kilou allait fêter ses 6 ans lorsque Tota, mourant d'une maladie naturelle, s'effondra. Sans hésiter, Kilou posa ses mains sur lui, s'illumina d'une lumière orange, et guérit son vieil ami. L'enfant, doué de télépathie, comprenait désormais son potentiel. Poussé par son destin, le petit Kangasho s'aventura seul dans la forêt, des bois cornus. Sur son chemin, il rencontra une petite fleur rouge douée d'intelligence, qui se transforma en fée aux cheveux rouges. Elle lui offrit une broche magique, tandis que Kilou trouvait par hasard un petit miroir appartenant à la divine déesse Desaïla. Au même instant, un petit ratou nommé Maël, envoyé par le conseil des sages, fuyait un condor géant pour prévenir Bella d'un immense danger, le mammouth, un monstre de la couleur de la lave en fusion,
C'était éveillé chapitre 4. Le choc des destinées, le point culminant de la révélation frappa l'elfe et la licorne avec la force d'un ouragan. Au bord du lac, Kilou, la fée rouge, Maël et Bella se réunirent. D'un simple toucher de sa corne, Bella transmit toute la sagesse et l'art du combat de son peuple à l'esprit de Kilou. Le combat éclata dans un déluge de fureur. Tandis qu'un terrifiant monstre les attaqua Bella, Maël et la fée, le redoutable mammouth chargea Kilou. Guidé par la magie de Déessaïla, Kilou utilisa le miroir, ce qui rendit ses rayons bleus, et lança sa broche qui pénétra le monstre. Le mammouth s'écroula, et de son corps mort surgit un être lumineux et bon. Mais le monstre ailé, bien que consumé par les flammes de Bella, renaquit de ses cendres sous la forme d'une silhouette noire. Dans un acte de cruauté absolue, cet ombre assassina Tota et Ms, qui venait tout juste d'arriver sur les lieux, et blessa mortellement Ama. Fou de chagrin, Kilou pulvérisa l'ombre et ressuscita sa mère de ses mains. Puis, l'être lumineux né du mammouth baigna Tota et Ms d'une lumière orange, les ramenant miraculeusement à la vie avant de disparaître. Chapitre 5. Le regard des ténébreux, la victoire fut célébrée. Kilou, ses parents, Tota, Bella, Maël et la petite fleur rouge rentrèrent au village de Someya. Les officiels du gouvernement planétaire rencontrèrent cette alliance inattendue, marquant l'aube d'une nouvelle ère pour la Kangashoki. Pourtant, dans les sphères divines, l'observateur Marcus Volutu et la déesse Déessaïla scrutaient leur boule de cristal. Une image y prit naissance, dans une grotte obscure, des yeux d'un rouge malfaisant s'ouvrirent. La vision était si terrifiante que Déessaïla en lâcha sa boule, qui se brisa, et se mit à pleurer de désespoir face à ce danger bien plus terrible que le mammouth épilogue. L'empreinte de l'éternité, la vision cosmique se retira brusquement, laissant Lirieux et Licornia pantelants les arbres d'Aethelgar. Il n'y avait plus de brume, il n'y avait plus de flou, tout était d'une clarté absolue, gravé dans le marbre de leur mémoire. Ils savaient désormais tout. Ils connaissaient Kilou, le petit Kangasho au pouvoir miraculeux. Ils connaissaient l'existence de Bella, la licorne bleue, écho lointain de Licornia elle-même. Ils avaient vu la déesse Déessaïla, Marcus Volutu, et la menace aux yeux rouges qui faisait pleurer les divinités. Ils comprenaient enfin que chaque monstre combattu, chaque miroir interdimensionnel croisé et chaque talisman enfoui n'étaient que les rouages d'une mécanique céleste infiniment vaste. Silencieux, l'elfe et la licorne se remirent en marche, portant désormais en eux le poids de l'univers, prêts à affronter l'obscurité qui les attendait. La brume s'épaissit sur les cimes d'acier. Le pacte se réveille dans l'ombre glacée. Un souffle de l'aube, un cri de l'éternité. L'éclat de nos âmes enfin libérées. Héros de l'ombre, le destin nous appelle sous la lumière d'une aube nouvelle. Briser les chaînes, défier le néant, dans le fracas du dernier tourment, dans le fracas du dernier tourment. Le trône est de poussière, les couronnes de vent. Le fardeau prophétique pèse sur le présent. Nous marchons vers le fer, nous marchons vers le feu. Éclat d'une légende écrite par les dieux. Plus de fuite, plus de cris, plus de fuite, plus de cris. Face à l'ombre infinie, face à l'ombre infinie, face à l'ombre infinie, face à l'ombre infinie. Le temps s'arrête ici, le temps s'arrête ici. Héros de l'ombre, le destin nous appelle sous la lumière d'une aube nouvelle. Briser les chaînes, défier le néant, dans le fracas du dernier tourment, dans le fracas du dernier tourment. L'aube se lève sur les cimes, notre chant s'efface dans l'éternité. Prologue.
Les échos du réveil, la poussière des combats précédents n'étaient pas encore tout à fait retombés. Le souvenir du mammouth terrassé, de l'ombre elle est réduite en cendres par Bella, et du miracle de la résurrection des Messées de Tota restait gravé à tout jamais dans la mémoire de Killoo, de ses amis, ainsi que dans celle de Liryu et Licornia qui avaient perçu ces échos temporels vertigineux. Déesse Ayla et son fidèle Marcus Volutu avaient observé cette victoire décisive depuis leur sanctuaire divin. Pourtant, à l'instant même où la paix semblait regagner Kangashoki, de nouveaux périls commençaient déjà à tisser leur toile dans l'ombre d'une montagne sinistre, prêt à déclencher le plus grand des cauchemars. Chapitre 1. Le maléfice et les larmes. 6 mois s'étaient écoulés depuis le combat acharné contre le mammouth. Le petit Killoo se trouvait dans le jardin fleuri de sa maison, le vague à l'âme. Il observait les petites bêtes qui galopaient entre les fleurs, tandis que le moindre bruit lui faisait tendre l'oreille. Il reconnaissait toutes les odeurs qui parvenaient à ses narines et presque rien ne lui échappait. Il avait un peu peur de ses pouvoirs, car chaque jour qui passait, un nouveau don naissait en lui. Sa vision était de plus en plus grande, lui permettant d'apercevoir dorénavant le grand aigle doré, qui volait à plus de 2000 mètres d'altitude. Killoo s'amusait de temps en temps à fermer les yeux pour visualiser son environnement, parvenant même à deviner l'emplacement exact d'une abeille jaune. Bien qu'heureux de s'être fait de nouveaux amis, il n'avait revu Bella que 2 fois. Il sentait une présence maléfique qui rôdait, et la licorne bleue restait discrète, communiquant avec lui uniquement par télépathie en brouillant l'origine de la transmission pour protéger sa cité. Pendant ce temps, dans la métropole secrète des licornes bleues, Bella admirait tristement le ciel de la fenêtre de sa chambre, des larmes coulant de ses yeux. Elle était atteinte d'un mal inconnu qui la poussait à rester enfermée dans son château, sans plus oser mettre le nez dehors. Une entité malfaisante avait une emprise sur elle, drainant ses forces, tandis qu'une grande tristesse et des querelles s'insinuaient dans les foyers de ses sujets. La gangrène du mal flottait dans l'atmosphère, affaiblissant le cœur des licornes, et plongeant Bella dans une respiration haletante. Avant de sombrer dans un profond sommeil qui allait figer toute sa ville, elle réunit ses dernières forces pour envoyer mentalement un appel au secours en direction de la petite fleur rouge. 10 minutes plus tard, Bella était dans le coma, bientôt suivie par toute sa cité, tandis qu'au loin, un rire sarcastique et glacial se fit entendre et que les loups hurlèrent à la mort. Chapitre 2. Les secrets de Déesse Ayla loin de Kangashoki. Marcus Volutu regardait Déesse Ayla avec une grande inquiétude. Le visage sombre, des larmes perlaient sur les joues de la déesse. Lorsqu'ils scrutèrent leur boule magique, ils devinrent livides en voyant la ville des licornes bleues plongée dans un sommeil mortel maléfique. Après un long silence, Déesse Ayla ouvrit la fenêtre et révéla la vérité à son fidèle disciple. L'entité maléfique s'appelait Leonardo, son ancien compagnon. Elle lui expliqua son erreur passée, elle lui avait fait confiance, mais il l'avait trompée, transformant même sa deuxième fille, la Bella, en une créature monstrueuse. Elle l'avait banni dans la dimension de l'oubli, mais il avait réussi à s'en échapper. Marcus Volutu comprit que si Déesse Ayla n'intervenait pas personnellement, c'était la fin de toute vie sur la planète. Se préparant pour un combat impitoyable, Déesse Ayla et Marcus quittèrent leur demeure pour se rendre dans un lieu tenu secret, équipé d'un immense écran de surveillance et de boutons de contrôle, dont un bouton noir capable d'annihiler une montagne entière. En allumant l'écran sur la montagne de l'étriqué, haute de 9500 mètres, ils virent Leonardo sortir d'un vortex accompagné d'une femme. Déesse Ayla écarquilla les yeux et balbutia avec effroi le nom de Ténébra, sa propre fille qu'elle croyait morte depuis longtemps. Ténébra avait en réalité été prisonnière de la dimension de l'oubli, et avait dû séduire Leonardo pour s'en échapper. Chapitre 3. Le sacrifice du ratou sur Kangashoki. Maël, devenu un être important parmi les ratous grâce à ses alliances, s'inquiétait de ne plus sentir la présence des licornes bleues. Doté désormais du pouvoir d'invisibilité totale, il s'infiltra dans la métropole silencieuse dont la porte était grande ouverte. Arpentant les rues jonchées de licornes inertes, il trouva Bella dans sa chambre, enveloppée par le voile de la mort. Comprenant que sa survie était primordiale pour l'univers, Maël monta sur le corps de Bella, s'illumina, et se mit en transe pour lui transmettre toute sa chaleur et sa lumière. Le petit ratou s'écroula, sacrifiant sa vie pour elle, et Bella se réveilla, le cœur brisé par la perte de son ami, avant de quitter sa ville pour affronter Leonardo. Peu après le départ de Bella, un être lumineux apparut dans la chambre. Il s'appelait Mars, l'entité qui avait jadis ressuscité Messée Tota. Mars posa ses mains sur le corps sans vie de Maël, et le ramena à la vie grâce à une lumière violette. Devant le miracle accompli, l'entité lumineuse ordonna au ratou de se rendre de toute urgence à l'étriqué pour aider Bella contre Leonardo, et tous deux prirent la route sans perdre un instant. Chapitre 4. Face à l'oubli pendant ce temps, Killoo et Petite Fleur avaient perçu le sortilège plongeant la planète entière, y compris les parents de Killoo et Tota, dans une léthargie écrasante. Étant curieusement immunisés, ils comprirent qu'ils devaient se rendre sur la montagne de l'étriqué malgré le grand péril. Sur le chemin, ils découvrirent des dizaines d'animaux profondément endormis, confirmant que si rien n'était fait, Kangashoki ressemblerait bientôt à un cimetière à ciel ouvert. Au sommet de l'étriqué, Ténébra feignait l'amour pour Leonardo, mais avait recouvré ses immenses pouvoirs magiques ainsi que des visions des atrocités commises par ce dernier. Elle décida de rester près de lui pour contrecarrer ses plans maléfiques. Lorsque Killoo et Petite Fleur arrivèrent, Ténébra repoussa violemment Leonardo dans la grotte d'un coup de poing sanglant au visage, puis lança des boules de feu pour bloquer la sortie. Elle ordonna aux deux compagnons de rebrousser chemin pour rejoindre Bella, dont elle sentait l'approche prodigieuse, et se prépara à faire face à l'homme de la dimension de l'oubli. Chapitre 5. Le choc au sommet. Leonardo, furieux, pulvérisa les obstacles de feu, et se rua sur Ténébra. Lors d'un féroce corps à corps, Ténébra lui révéla narquoisement qu'elle était la fille de Déesse Ayla, le pétrifiant d'incrédulité. Elle en profita pour le brûler, le soulever et lui briser le bras. Mais Leonardo rassembla son énergie maléfique, et transperça Ténébra d'un puissant rayon qui la fit s'effondrer. Le cœur rempli de tristesse d'avoir été trahi,
il jeta le corps inerte de la femme dans le vide du précipice. Killou, Petite Fleur et Bella, qui venaient de se rejoindre, assistèrent horrifiés à la scène et changèrent. Bella fonça sur Leonardo en combinant les rayons foudroyants de ses yeux et de sa corne orange. Le combat fut d'une violence extrême. Killou et Petite Fleur se joignirent à la lutte pour affaiblir l'ennemi, mais Leonardo expédia une boule de feu qui terrassa Petite Fleur, puis une autre qui fit s'effondrer Killou. Folle de rage de voir mourir ses amis, Bella embrocha Leonardo et le fit tournoyer au bout de sa corne, mais ce dernier finit par l'évanouir en multipliant les boules de feu. Maël intervint alors pour le frapper au ventre, mais fut violemment jeté au loin, se brisant une patte dans sa chute. Chapitre 6, le jugement de la montagne d'Essaïla, les larmes aux yeux et prête à presser le bouton noir de l'anéantissement. Retint son geste en voyant un miracle à l'écran. Mars, l'être lumineux, était au fond du précipice, et baignait Ténébra d'une lumière violette qui guérit toutes ses meurtrissures. Ténébra se releva, telle une harpie descendue des enfers, et escalada de nouveau la montagne, tandis que l'être lumineux sauvait tour à tour Petite Fleur, Killou, Bella et Maël aux portes de la mort. De retour dans l'arène, Ténébra fit basculer Leonardo, le plaqua au sol, et commença à absorber toute son énergie vitale avec ses mains. Aveuglé par une étrange lumière provenant de la grotte, Leonardo la repoussa péniblement et, totalement affaibli, s'enfuit dans la caverne lumineuse pour rejoindre la dimension de l'oubli. Le sol de la montagne se mit alors à trembler avec une violence inouïe. À l'intérieur, Leonardo découvrit avec horreur qu'il ne pouvait ouvrir de vortex. Une énorme créature poilue le plaqua au sol. C'était le puissant gardien de la prison dimensionnelle, appelé par l'évasion frauduleuse de Leonardo. Sans aucune pitié, le gardien cracha un liquide corrosif qui rongea le visage et le torse de Leonardo, avant de le fourrer dans sa mâchoire béante, brisant ses os et l'avalant comme une bouillie informe. Dehors, le sommet de l'étriquet vola en éclats sous la pression. Des flots de lave en fusion se déversèrent sur les flancs de la montagne. Maël et Killou grimpèrent sur le dos de Bella, tandis que Mars prenait la main de Petite Fleur, s'enfuyant tous à une vitesse prodigieuse pour échapper aux flammes. Ténébra, d'abord bloqué par le lac de feu, fit miraculeusement pousser des ailes dans son dos et s'envola pour rejoindre ses amis vers la forêt, des bois cornus épilogues, l'ombre insaisissable dans le sanctuaire de la forêt. Les héros se retrouvèrent sains et saufs, contemplant le volcan au loin. Cependant, leur soulagement fut de très courte durée. Un rire sinistre et glacial fit écho dans toute la contrée, révélant qu'aucun habitant de Tangashoki ne s'était réveillé du sommeil maléfique. Leonardo n'avait été qu'un instrument et le véritable mal était toujours présent. Soudain, un esprit fantomatique au regard cruel apparut sur l'étriquet en ruine. Avant que quiconque ne puisse esquisser un geste, le monstre spectral s'empara brusquement de Petite Fleur, et disparut avec elle dans un nuage de poussière. Un vent glacial se leva, l'atmosphère devint effroyablement lourde, et terrassée par ce nouveau désespoir, Killou, Bella, Ténébra et leurs compagnons s'évanouirent, laissant le sort de l'univers en suspens. Le fer se tord sous le silence. Le silence. Dans l'ombre froide, avant l'éclair. Avant l'éclair. Le poids du doute est un désert. L'orage gronde dans la cage. Un vieux miroir brise l'image. Le grand fracas, le rythme enfin dicte nos pas. Le feu dévore chaque frontière. On laisse l'ombre à la poussière. On laisse l'ombre à la poussière. Les fondations cèdent enfin. On court après un autre destin. Pas de retour, le pont s'écroule. Le sang carie, le sel il roule. Briser l'acier, fendre le mur. Chercher l'éclat dans le futur. C'est la rupture, le grand fracas. Le rythme enfin dicte nos pas. Le feu dévore chaque frontière. On laisse l'ombre à la poussière. On laisse l'ombre à la poussière. Sous la peau l'étincelle. Une force universelle. Plus de chaînes, plus de fer. On s'élève de l'enfer. On s'élève de l'enfer. C'est la rupture, le grand fracas. Le rythme enfin dicte nos pas. Le feu dévore chaque front.
Prologue, le poids des souvenirs cosmiques. La nuit enveloppait la forêt d'Aethelgard d'un manteau de silence. L'Iriu, l'elfe et Licornia, la licorne avançaient côte à côte, l'esprit encore chancelant après les révélations vertigineuses qu'il venait de subir. Il pensait que l'histoire de la lointaine planète était achevée, mais les étoiles en décidèrent autrement. Un nouveau flot d'images, de sons et de sensations s'engouffra dans leur esprit, d'une netteté implacable. Ce qu'ils allaient voir s'imprimerait à tout jamais dans leur mémoire immortelle, comme une cicatrice brûlante de lumière et d'ombre. Chapitre 1. L'éveil de la conscience. La vision s'ouvrait sur une montagne menaçante. Une lueur apparaissait peu à peu sur l'étriqué. Des yeux malfaisants s'ouvrirent au monde extérieur. C'était l'entité malfaisante qui regardait en direction de Sommeya, là où se trouvait Killou. Elle fulminait, amère de ses échecs répétés, n'ayant pas réussi à tuer Killou, Petite Fleur, Bella et Maël. Elle frissonnait encore en se rappelant comment le gardien de la dimension de l'oubli l'avait forcé à libérer Petite Fleur, et comment il avait atrocement tué Leonardo. Une question l'obsédait. Pourquoi ce gardien avait-il effacé la destruction de l'étriqué de la mémoire de tous les habitants de Kangashoki, mais pas de la sienne? Pendant ce temps, à Sommeya, Killou marchait gaiement dans les rues lorsqu'il eut la sensation bizarre d'être épié. Fermant les yeux, il visualisa l'étriqué et la créature malfaisante. Réalisant que cette entité cherchait à les détruire depuis toujours, il se mit machinalement en marche vers la forêt des bois cornus pour en finir une bonne fois pour toutes avec elle. Très vite, ses fidèles alliés le rejoignirent, Petite Fleur, qui s'était transformée en fée après avoir senti sa détermination, puis Maël le ratou, et enfin Bella la licorne bleue qui accourut en entendant leur voix près du lac. Tous les quatre se dirigèrent vers l'étriqué, unis face au péril. Chapitre 2. Les assauts de l'ombre. Leur marche fut brusquement interrompue par un hurlement sinistre. Un monstre hideux, aux griffes acérées et aux dents tranchantes, se dressa devant eux. Petite Fleur tenta de l'attaquer, mais la bête la projeta violemment au sol en ricanant. L'alliance riposta avec fureur. Maël pénétra l'esprit du monstre pour lui infliger une grande douleur, tandis que Bella utilisa les rayons de ses yeux pour le catapulter plusieurs mètres en avant. Furieux, le monstre se releva, mais Killou lança un puissant rayon d'un rouge vif qui le frappa de plein fouet, le faisant hurler de douleur et de terreur. Finalement, unissant leurs pouvoirs, ils épuisèrent la bête avant que Petite Fleur, ayant repris conscience, ne l'achève d'un rayon d'une intensité phénoménale qui l'enflamma immédiatement. Un cri de rage déchira alors la forêt. L'entité malfaisante hurlait son dédain, et promettait de tout les anéantir. Pour les dissuader de poursuivre, elle fit trembler le chemin menant à l'étriqué, mais, s'épuisant rapidement, elle dut cesser son séisme, laissant les compagnons reprendre leur route. Chapitre 3. La captivée. Les jumelles. Le flux temporel transporta soudain l'esprit de l'Iriu et Licornia très loin, sur une autre planète. Là-bas, Ténébra était retenue prisonnière, inconsciente et enchaînée dans une salle obscure. Agitée par un cauchemar où Killou et ses amis perdaient face à l'entité, elle brisa les chaînes à ses poignets et mollets, et pulvérisa la porte de sa prison d'un rayon visuel. Après avoir balayé et détruit une horde d'êtres difformes et cruels, elle fit littéralement exploser le bâtiment lugubre qui la retenait. Alors qu'elle s'interrogeait sur l'identité de son puissant ravisseur, un ricanement sinistre se fit entendre. Une silhouette se forma devant elle. L'entité se révéla être la sœur jumelle de celle présente sur Belmaki. Un combat éclata, mais la jumelle s'enfuit grâce à l'arrivée d'une flottille de 16 sbires, que Ténébra anéantit impitoyablement avant de sentir l'emplacement de l'entité malfaisante, et de se lancer à sa poursuite. Chapitre 4. Acier et écailles rouges. La vision ramena l'elfe et la licorne sur Belmaki. Sans que ses amis ne s'en aperçoivent, Killou renifla l'air et stoppa sa marche. Un dragon rouge affamé fonçait sur eux à vive allure. Depuis sa grotte, l'entité malfaisante jubilait, espérant que le reptile dévorerait ses ennemis. Pourtant, avec une grande présence d'esprit, Killou foudroya le dragon rouge d'un rayon d'une puissance phénoménale, puis d'un second qui l'enflamma littéralement, forçant l'admiration secrète de son ennemi. Après cet exploit, l'esprit de Killou capta une image de Ténébra, devinant qu'elle viendrait sous peu sur Belmaki. Leur progression reprit, mais fut à nouveau freinée par un grognement sinistre. Sans même consulter ses alliés, Killou tira deux rayons d'une puissance maximale à l'aveugle, provoquant une explosion. Lorsqu'ils s'avancèrent, ils ne découvrirent que les morceaux de métal calciné d'un gigantesque monstre d'acier. Chapitre 5. La trahison sanglante dans les profondeurs de la grotte. L'entité malfaisante assista à la destruction du monstre d'acier, et se retourna vivement, s'effondrant au sol avant même d'avoir pu achever sa phrase. Non, pâté. Au-dessus d'elle se tenait sa sœur aînée, qu'elle croyait morte. La sœur aînée lui révéla que l'autre jumelle était toujours vivante et détenait Ténébra prisonnière. Une lutte acharnée s'engagea, faisant trembler les parois de la grotte sous une pluie de rayons. Finalement, la sœur aînée porta le coup de grâce, assassinant l'entité malfaisante en lui déclarant « Tu me croyais morte, et maintenant, c'est toi qui l'es ». Entendant les pas de Killou et de ses amis qui approchaient, la meurtrière fronça les sourcils, se préparant à les exterminer comme elle venait de le faire avec sa propre sœur. À l'extérieur, Killou arrêta brusquement ses alliés. L'entité qu'il chassait était morte, mais une autre menace, encore plus terrible, les attendait à l'intérieur. Épilogue. L'échange sous les étoiles. La vision se dissipa brutalement, comme une brume chassée par un vent violent. Les arbres centenaires de la forêt d'Aethelgard reprirent leur contour familier sous la lueur argentée de la lune. L'Iriu posa une main sur l'encolure de Licornia, cherchant à apaiser les battements frénétiques de son propre cœur. Un long silence s'installa, lourd des révélations qu'il venait de partager, avant que la voix de l'elfe ne résonne doucement dans la pénombre. Ce petit Killou, murmura l'Iriu, le regard tourné vers les étoiles comme s'il cherchait à y lire la suite. Il n'est plus l'enfant vulnérable de nos premières visions. As-tu vu avec quelle maîtrise, quelle froideur il a anéanti ce dragon rouge et ce monstre d'acier? Sans même vaciller, son innocence se forge dans les flammes d'une guerre immense. Licornia tourna sa tête majestueuse vers son compagnon. Ses grands yeux noirs brillaient d'une sagesse millénaire, et par la puissance de leur lien spirituel,
Sa voix cristalline résonna directement dans l'esprit du guerrier elfe. Il grandit en puissance, Liryu, et son courage est admirable. Mais ce qui glace mon sang, ce ne sont pas les monstres d'écailles ou de métal. Ce sont ses sœurs, cette lignée du mal qui se dévore elle-même. L'aînée a assassiné sa propre sœur sans la moindre once de pitié, et l'autre jumelle détient Ténébra. La haine qu'elle porte en elle rend les ténèbres plus imprévisibles et cruelles que jamais. Liryu hocha lentement la tête, effleurant d'un geste machinal son pendentif magique. Le mal n'a aucune loyauté, pas même envers son propre sang. Et pendant ce temps, Ténébra avance vers eux depuis un autre monde, tout comme Killua s'approche de cette grotte funeste. Tous convergent vers l'étriquet. J'ai le funeste pressentiment que la véritable bataille de Kangashoki ne fait que commencer, et nous en sommes les gardiens silencieux. Témoins par de l'espace et le temps, conclut Licornia en frottant doucement son museau contre l'épaule de l'elfe. Leur destin est en marche. Il est temps de reprendre notre propre route, Liryu. Les ténèbres rôdent partout, mais la lumière que nous venons de voir nous guidera, côte à côte, unis par le poids de cette épopée cosmique. L'elfe et la licorne s'enfoncèrent dans les profondeurs apaisantes de la forêt, le cœur tourné vers leur propre destin. Sous la voûte de Etelgar, Lirius et Licornia virlonde. Le voile du temps se déchire, un savoir fulgurant inonde. Le lien spirituel s'impose, le destin de Killua se révèle. La vision s'ouvre sur le péril, une bête aux griffes cruelles. L'assaut du monstre hideux, l'ombre aux dents d'acier. Petite fleur y projetée, le sol va se briser. Maëlle pénètre l'esprit, Bella illumine l'horizon. Killua frappe de son rayon rouge, un cri de terreur résonne. Un cri de terreur résonne. Ils unissent leurs forces, le monstre commence à faiblir. Le coup de grâce arrive, la flamme pour le punir. Petite fleur se relève, un rayon intense jaillit. Le monstre s'écroule en feu, enfin le silence de la nuit. Le cri de rage de l'entité résonne dans toute la forêt. Je vous anéantirai tous, mon châtiment vous attend. Les tremblements secouent le chemin vers l'étriquet. Killua et ses amis marchent, bravant le tourment. Bravant le tourment. Les ténèbres peuvent faire trembler la terre, mais elles ne peuvent arrêter ceux qui marchent dans la lumière. Dans la lumière. L'union fait la force, direction l'étriquet. Vers la lumière. Vers la lumière. Prologue, l'empreinte de la vision sous la voûte céleste et silencieuse d'Aetelgar. Liryu l'elfe et Licornia la licorne virent une nouvelle fois le voile du temps se déchirer devant eux. Une nouvelle onde de savoir, dense et fulgurante, s'abattit sur leur esprit. Chaque détail, chaque éclat de lumière et chaque hurlement de ce qu'ils allaient percevoir s'incrusta dans leur conscience. Ils savaient que, comme pour les visions précédentes, tout ce qui allait se dérouler dans cette histoire resterait gravé à tout jamais dans leur mémoire immortelle. Le lien spirituel qui unissait l'élu Killua à son destin, s'imposait de nouveau à eux. Chapitre 1. L'assaut du monstre hideux. La vision s'ouvrait sur une scène de grand péril. Devant nos amis se trouvait un monstre hideux aux griffes acérées et aux dents tranchantes. Petite Fleur n'était pas rassurée, car ses pouvoirs étaient insuffisants sur cette créature, mais elle essaya quand même de l'affronter. La bête la regarda avec cruauté, et ricana lorsqu'elle expédia Petite Fleur au loin, la faisant s'écraser lourdement au sol. Maëlle à son tour entra dans l'action, et essaya de pénétrer dans l'esprit du monstre, réussissant à lui infliger une grande douleur. Bella en profita pour illuminer ses yeux, et des rayons atteignirent le monstre qui fut catapulté à plusieurs mètres devant. Loin de s'avouer vaincu, celui-ci se releva furieux et avait envie d'en découdre avec ses ennemis. Killua en profita pour illuminer ses yeux à son tour. Un rayon d'un rouge vif en jaillit et frappa de plein fouet le monstre qui hurla de douleur et de terreur. Malheureusement,
La créature tenait bon. Face à cette résistance, Maël, Bella et Kilo décidèrent de mettre leur pouvoir en commun, et attaquèrent tout azimut le monstre, qui commença enfin à faiblir. Chapitre 2. Le feu et la vengeance. Le coup de grâce vint de Petite Fleur qui avait repris conscience. Elle lui lança un rayon d'une intensité phénoménale qui éblouit Kilo, Maël et Bella. Sous la puissance de cette attaque, le monstre s'enflamma immédiatement et s'écroula au sol mort. Soudain, un cri de rage retentit dans la forêt. C'était l'entité malfaisante qui hurlait son dédain envers nos amis. Ceux-ci comprirent que c'était cette dernière qui avait envoyé ce monstre, ce qui fit penser à Kilo, quel lâche. Kilo scruta l'horizon en direction de l'étriquet, et crut y reconnaître, au loin, les yeux malfaisants de la créature démoniaque. Il ne se trompait point, car un nouveau cri de rage retentit dans toute la forêt. Au bout de quelques minutes, la voix de l'entité malfaisante retentit avec fureur. « Je vous anéantirai tous, je vous le promets, vous n'échapperez point à mon châtiment. » Le silence revint dans la forêt, nos amis se regardèrent un instant, et puis finalement reprirent le chemin de l'étriquet, prouvant qu'il en fallait un peu plus à nos compères pour avoir peur. Chapitre 3. Les tremblements de la colère. L'entité malfaisante fulminait en voyant que ses ennemis continuaient leur route en direction de l'étriquet. Elle ne savait quoi faire pour les dissuader, mais il fallait coûte que coûte qu'elle les détourne de leur chemin. Soudain, elle eut une idée. Peu à peu, des flashs se formèrent dans son cerveau, puis elle visualisa le chemin qui menait à l'étriquet. Elle intensifia ses pensées et le chemin commença à trembler. Nos compagnons avaient de plus en plus de mal à tenir debout et comprirent, tout de suite, que c'était l'œuvre de l'entité malfaisante. Malgré la secousse, ils tinrent bon. L'entité était furax, mais elle ne pouvait en faire plus. Commençant à se fatiguer, tout s'arrêta. « Ouf, c'est terminé », dit Maël, soulagé. Il savait qu'il fallait se dépêcher, car l'entité malfaisante trouverait sûrement une autre astuce pour les freiner d'arriver vers l'épilogue, l'échange des gardiens. La vision se dissipa dans un chuchotement magique, rendant la forêt d'Aethelgar à sa paisible pénombre. L'esprit gorgé de ces nouvelles révélations, Lirieux et Licornia restèrent immobiles un instant, laissant le silence de la nuit apaiser leurs pensées. L'elfe brisa doucement le silence, tournant son regard profond vers sa noble compagne. « L'as-tu vu, Licornia, cette alliance qu'ils forment? Individuellement, leurs pouvoirs connaissent des limites, comme nous l'avons vu avec la chute de Petite Fleur. Mais lorsqu'ils unissent leurs forces, même la créature la plus hideuse finit par plier. C'est l'union de Maël, de ton écho Bella et de Kilo qui a permis à Petite Fleur de porter le coup final. » Licornia inclina la tête, sa crinière de nacre ondulant sous la lueur des étoiles. Sa voix cristalline résonna paisiblement dans l'esprit de l'elfe. « Oui, Lirieux, leur force réside dans leur refus de céder à la peur. » L'entité malfaisante use de l'intimidation et de la terreur, allant jusqu'à secouer la terre elle-même pour ébranler leur détermination. Mais elle s'épuise. Sa colère la rend aveugle et furieuse, tandis que le calme de Kilo et de ses amis les pousse inlassablement vers l'avant. Lirieux toucha machinalement son pendentif, un sourire grave se dessinant sur ses lèvres. Il s'approche de l'étriquet. L'entité cherche par tous les moyens à les freiner, ce qui prouve qu'elle craint leur arrivée. Chaque pas qu'ils font est une victoire sur le désespoir, et nous serons là pour veiller sur leurs exploits, même par de l'Allemande, conclut doucement la licorne. Chaque souvenir de leur bravoure est une leçon pour nos propres batailles. Reprenons notre route, mon ami. Les ténèbres peuvent faire trembler la terre, mais elles ne peuvent arrêter ceux qui marchent dans la lumière. Dans la forêt d'Aethelgar, les ombres tremblent. Lirius et Licornia voient les cieux qui s'assemblent. Un souffle invisible, un secret cosmique. Le destin s'écrit dans une transe harmonique. Mille excuses pour l'erreur du destin, mais les rouages tournent. Levez les mains, Ténébras s'éveille, la rage au cœur. Fille de Déessa, sans peur ni douleur. Ténébras, brise les portes, détruis les ombres. Dans la tour grise, les couloirs sont sombres. Avec le violon et la fureur des guitares, elle fracasse le destin, elle brise les miroirs. Tout s'illumine dans l'éclat de la vérité. L'entité malfaisante est enfin arrêtée. La tour est grise, sans aucune fenêtre. Elle sent sa proie, elle va la connaître. Pas à pas, elle monte les marches, pulvérisant sbire et porte en arche. Un coup de poing, un nuage de poussière. Un coup de poing, un nuage de poussière. Elle trouve le repère, elle finit sa prière. L'entité est piégée, le combat commence. Dans un fracas sourd, elle perd toute espérance. Ténébras, brise les portes, détruis les ombres. Dans la tour grise, les couloirs sont sombres. Avec le violon et la fureur des guitares, elle fracasse le destin, elle brise les miroirs. Tout s'illumine dans l'éclat de la vérité. L'entité malfaisante est enfin arrêtée. Elle respire, l'aura s'embrase, un feu magique qui baille la phase.
l'entité s'efface, il ne reste, on devient cependant un objet rouge, carré et mêlant les yeux. Un flash de lumière, un dernier éclair, elle disparaît dans le froid de l'hiver. Ténébra, Ténébra, brise les portes, détruit les ombres. Dans la tour grise, les couloirs sont sombres. Avec le violon et la fureur des guitares, elle fracasse le destin, elle brise les miroirs. Tout s'illumine dans l'éclat de la vérité. L'entité malfaisante est enfin arrêtée. Mille excuses pour le doublon cosmique, Lyrus et Licornia dans la forêt magique. L'univers radote, mais l'objet écarlate n'était pas une erreur, le destin éclate. Prologue. Les murmures de l'invisible. La forêt d'Aethelgar frémissait doucement sous la caresse du vent nocturne. Lirius, l'elfe et Licornia la licorne avançaient d'un pas mesuré, l'esprit encore vibrant des batailles cosmiques dont ils avaient été des témoins silencieux. Soudain, l'air autour d'eux se figea, et une voix mystérieuse, désincarnée mais profondément bienveillante, résonna directement dans leur esprit. Mille excuses. Nous vous avons fourni 2 fois le même passage, mais cela n'est point grave, car cela vous aura donné matière à réflexion. À peine la voix mystérieuse se tut et que les étoiles semblèrent filer à toute vitesse au-dessus de leur tête. Un nouveau flot d'informations, brûlant et impérieux, fondit sur leur conscience. Les rouages du destin se remettaient en marche, et comme pour les visions précédentes, tout ce qui allait leur être révélé se graverait à tout jamais dans leur mémoire immortelle. Chapitre 1. La marche furieuse. La vision s'ouvrit sur une contrée désolée où Ténébra fonça tout droit devant elle. La fille de Déessaïla était furieuse. Le chemin qu'elle emprunta était rocailleux, mais elle en avait cure. Le danger pullulait dans cette terre obscure, et des créatures à la solde de l'entité malfaisante lui barraient la route. Sans ralentir sa course vengeresse, elle les détruisit d'un simple geste de la main. Quelques minutes plus tard, elle se trouva devant un sinistre château. L'édifice lugubre était affublé de 4 tours assez hautes et de couleur grisâtre sans aucune fenêtre. Déterminée, elle se dirigea vers l'immense porte noire. Elle était fermée mais ça n'arrêtera point Ténébra. D'un simple coup de poing, elle fit exploser la porte, réduisant l'obstacle en un nuage d'échardes et de poussière. Chapitre 2. L'ascension de la tour grisâtre. À l'intérieur, l'entité malfaisante était dans le château prise au piège. La fille de Déessaïla avait senti la présence de l'entité malfaisante avec une précision redoutable. Elle sut immédiatement qu'elle était dans une pièce de la 4e tour en haut. Fermant un instant les paupières, elle se concentra et réussit à visualiser le chemin qui menait à sa proie. Ne perdant pas une seconde, elle gravit 4 à 4 les escaliers qui étaient devant elle. Sa colère était une force destructrice aveugle. Elle pulvérisa tout ce qui lui barrait le chemin, pour tous bien à la solde de la créature. Chapitre 3. L'éclat de la vérité. Finalement, elle arriva devant une porte massive. Celle-ci ne l'arrêta point et elle la détruisit dans un fracas assourdissant. L'entité malfaisante était là, acculée dans son repère. Prise de panique face à la puissance de son adversaire, elle voulut fuir mais Ténébra fut la plus rapide. Sans lui laisser la moindre chance de s'échapper, elle la bloqua mentalement et physiquement. Dans cet état de vulnérabilité absolue de son ennemi, quelques minutes plus tard, la fille de Déessaïla connaissait tous les projets de l'entité malfaisante et de sa sœur aînée. Puisant dans l'énergie du désespoir, l'entité malfaisante réussit à échapper à l'emprise de Ténébra. Elle se rua sur elle avec la fureur d'une bête traquée, et un combat s'engagea. Cependant, les coups que l'entité malfaisante donnait à Ténébra ne lui firent rien. Imperturbable, celle-ci prit une profonde respiration et se concentra. Tout son corps s'illumina d'une aura aveuglante. Foudroyée par cette puissance, l'entité malfaisante hurla de douleur et s'embrassa. L'intensité du feu magique fut telle que quelques minutes plus tard, il ne restait plus rien d'elle. Chapitre 4. L'artefact écarlate. La menace annihilée, Ténébra regarda attentivement la pièce et vit un étrange objet carré de couleur rouge. Intriguée par sa présence au milieu des cendres, elle s'en saisit et le bougea dans tous les sens et puis sourit. La connaissance s'éveilla en elle, elle savait ce que c'était. N'ayant plus rien à faire dans ce château sinistre, elle se concentra encore et puis un flash lumineux apparut dans la salle. Lorsque la lumière retomba, Ténébra n'était plus là. Épilogue. Les sourires de l'éternité. Le flash de la téléportation de Ténébra se fondit dans la lumière pâle de la lune d'Aethelgar. La vision se dissipa, laissant Lirius et Licornia seuls au milieu du sentier forestier, l'esprit chargé des secrets de l'entité malfaisante, de sa sœur aînée et du mystérieux artefact carré. Lirius relâcha un long soupir, croisant les bras sur son armure, tandis que Licornia secouait doucement sa crinière de nacre, provoquant un léger tintement magique dans l'air. Leurs regards se croisèrent, et contre toute attente, un sourire amusé tira les lèvres de l'elfe. « Je dois l'avouer », murmura Lirius, la voix teintée d'une rare espièglerie. « Cette mystérieuse entité qui nous guide a un sens de l'humour assez particulier. T'en rends-tu compte, Licornia ?» Nous avons disséqué, analysé et médité sur ce passage redondant avec une gravité solennelle, cherchant des significations cachées dans les replis du temps, pour finalement apprendre que ce n'était qu'une simple erreur cosmique. Les grands yeux noirs de la licorne pétillèrent de malice, et sa réponse cristalline résonna dans l'esprit de son compagnon, avec la légèreté d'une source claire. « Et nous qui pensions que les rouages du destin insistaient lourdement sur ce détail précis pour nous préparer au pire ?» répondit Licornia, un amusement palpable vibrant dans sa voix mentale. « Même les puissances invisibles qui orchestrent nos visions peuvent s'en mêler les pinceaux. Matière à réflexion, a-t-elle dit. La seule réflexion que j'en tire, c'est que l'univers aime parfois radoter. » Lirius laissa échapper un léger rire, un son chaleureux qui fit s'envoler quelques lucioles des buissons environnants. « C'est une leçon d'humilité, » conclut-il en reprenant sa marche, posant affectueusement une main sur le flanc de sa compagne. Même au milieu des châteaux sans fenêtres,
Des créatures qui s'embrasent et des complots destructeurs. Il est rassurant de savoir qu'une simple erreur peut survenir et être avouée avec 2000 excuses. Mais cet étrange objet carré et rouge, en revanche, je doute que sa présence soit une erreur, assurément. Glissa Licornia en l'accompagnant n'est pas égal. Mais pour l'heure, laissons Ténébras ces mystères. Nous avons nos propres chemins à défricher, et j'ose espérer que notre prochaine vision nous sera offerte, une seule fois, unis par cette complicité inébranlable et amusée. L'elfe et la licorne poursuivirent leur voyage sous la voûte étoilée, leur cœur allégé par ce clin d'œil de l'univers. Leur rire résonne encore sous les feuillages d'Etelgar. Lirios et Licornia, perdus dans un destin hagard. Mais le tissu de la réalité est un voile capricieux. Un frisson de magie ancienne sous des cieux mystérieux. Non, ce n'est pas l'histoire qu'on vous a fournie en double. C'est une autre danse, un univers qui nous trouble. C'est l'erreur d'interprétation, le jeu de l'invisible, où l'univers se montre ironique et sensible. Eh oui, l'univers peut être malicieux. L'univers peut être malicieux. Kilou, Bella, Maël, le combat s'efface. L'humilité des gardiens reprend sa place. Ils marchent sans vision, sans le poids des prophéties, dans la splendeur des jardins sauvages enfin réunis. Dans la splendeur des jardins sauvages enfin réunis. Lire le monde avec ses oreilles, au bord du ruisseau. Admirer le ciel, les reflets de l'eau. Le clapotis, le bruissement, la symphonie des sens. Le repos parfait dans le silence immense. Paix, silence, Etelgar. Paix, silence, Etelgar. Paix, silence. Prologue. La malice de l'invisible. Leur rire complice résonnait encore sous les feuillages d'Aetelgar. Lirieux et Licornia s'amusaient de ce qu'ils croyaient être une simple redondance du destin, une erreur cosmique dans la trame de leur vision. Mais le tissu de la réalité est un voile capricieux. Alors que l'elfe posait la main sur la crinière d'argent de sa compagne pour reprendre la route, un nouveau frisson, vibrant d'une magie très ancienne, parcourut l'air. Le murmure désincarné s'insinua de nouveau dans leurs esprits. Cette fois, son timbre était teinté d'une douceur ironique et profondément bienveillante, venant doucement corriger leur certitude de chapitre 1, l'erreur d'interprétation non, glissa la voix mystérieuse, dansant entre les feuilles comme une brise légère. Ce n'est pas l'histoire de Ténébras qu'on vous a fournie en double, mais bien celle d'avant. Là, c'est vous qui avez mal interprété. Un silence suspendu suivit cette révélation, avant que la voix ne reprenne avec un amusement palpable. Et oui, l'univers peut être malicieux. Sur ces derniers mots, la présence invisible se retira totalement. La magie qui saturait l'air s'évapora, emportant avec elle le vertige temporel qui les avait tant bousculés, les laissant seuls face à la réalité tranquille de la forêt. Chapitre 2. L'humilité des gardiens Licornia et Lirieux reprirent immédiatement leurs esprits, clignant des yeux sous la lumière argentée de la voûte céleste. L'elfe croisa le grand regard sombre et profond de la licorne. L'espièglerie de leur précédente discussion laissa place à un nouveau sourire, beaucoup plus humble. Ils discutèrent longuement de leur méprise tout en marchant. Ils avaient cru déjouer les secrets du destin, pensant que la vision de Ténébras pulvérisant la porte du château grisâtre était la répétition. Ils réalisaient à présent que c'était le combat précédent, celui de Kilou, de Bella et de Maël contre le monstre hideux, qui avait fait écho 2 fois dans leur esprit. Cette révélation les amusa d'une toute autre manière. Elle leur rappelait que, même pour des êtres immortels et sages,
Les mystères de l'espace-temps et la volonté de l'univers restaient insaisissables et pleins de surprises. Chapitre 3. Le sentier des jardins sauvages apaisé par cette leçon cosmique, les deux compagnons reprirent leur marche. Le miracle de cette nuit fut que le silence perdura. Pendant plusieurs heures, ils avancèrent sans être interrompus par la moindre nouvelle vision. Le temps reprenait enfin ses droits, s'écoulant au rythme naturel de leurs pas. Cette longue trêve inespérée leur offrit un répit salvateur. La forêt d'Aethelgar ne se manifestait plus par des prophéties écrasantes ou des combats lointains, mais par la simple splendeur de son environnement. Ils traversèrent des étendues magnifiques qui ressemblaient à de vastes jardins sauvages, où les arbres centenaires veillaient comme des protecteurs immobiles, et où la mousse dessinait des tapis émeraudes d'épilogues. Lire le monde avec ses oreilles, la fatigue du long voyage se faisant doucement sentir, Lirieux et Licornia décidèrent de faire une halte bienvenue au bord d'un ruisseau, dont les eaux claires reflétaient les étoiles. L'elfe délissa son sac pour partager un repas frugal, et se désaltérer de l'eau fraîche, tandis que la licorne s'abreuvait paisiblement à ses côtés. Libérés du tumulte des révélations et du fardeau de la prophétie, ils purent enfin admirer le paysage. Ici, il ne s'agissait plus seulement de scruter l'horizon, mais de voir le monde avec son cœur. Lirieux ferma les yeux, adossé au tronc d'un chêne, choisissant de lire son environnement avec ses oreilles. Le clapotis chantant de l'eau sur les rochers, le bruissement du vent dans les hautes herbes, et la symphonie paisible des bruits de la nature vinrent les bercer. Dans cette quiétude absolue, savourant pleinement le moment présent, l'elfe et la licorne trouvèrent le repos parfait qu'ils méritaient tant. Le parchemin s'efface dans l'ombre d'Aethelgar. L'acier du temps corrode chaque regard. Fragments de marbre gravés dans la mémoire. On déduit les contours d'une sombre histoire. Le seuil de l'abîme exhale une magie noire. La grotte de l'étriqué nous refuse l'espoir. Ténébras, l'ombre qui fait peur aux ténèbres. Peur aux ténèbres. Son nom dessaillit là, contemple ses champions. Dans le silence absolu des dimensions. Ténébras, fille de lumière et d'effroi. Fille de lumière et d'effroi. L'entité blêmie devant sa propre loi. L'entité blêmie devant sa propre loi. La faim insatiable bave de cruauté. Une rage bouillonnante dans l'obscurité. Elle fonce dehors, soif de sang dans les yeux. Mais l'assaut s'arrête, foudroyant les cieux. Un spectre surgit, le passé se révèle. Un spectre surgit, le passé se révèle. Le monstre s'écroule, la peur est éternelle. Ténébras, l'ombre qui fait peur aux ténèbres. Peur aux ténèbres. Son nom dessaillit là, contemple ses champions. Dans le silence absolu des dimensions. Ténébras, fille de lumière et d'effroi. Fille de lumière et d'effroi. L'entité blêmie devant sa propre loi. L'entité blêmie devant sa propre loi. Regarde la déesse tissée d'or et de sagesse. Elle ferme la fenêtre veillant sur notre jeunesse. L'équilibre est sauvé, le destin se révèle. Les ténèbres craignent une force nouvelle. Ténébras, l'ombre qui fait peur aux ténèbres. Peur aux ténèbres. Son nom dessaillit là, contemple ses champions. Dans le silence absolu des dimensions. Ténébras, fille de lumière et d'effroi. Fille de lumière et d'effroi. L'entité blêmie devant sa propre loi. L'entité blêmie devant sa propre loi. Dans le plus absolu des silences, les gardiens sont prêts. Prologue. L'encre corrodée du destin sous la canopée silencieuse d'Aethelgar. Lirieux l'elfe et Licornia la licorne savouraient le repos offert par la nature. Le murmure de l'eau et le chant du vent les enveloppaient d'une paix méritée. Mais le repos des gardiens est toujours éphémère. Soudain, une nouvelle onde s'abattit sur leur esprit. Cette vision, cependant, n'avait pas la clarté cristalline des précédentes. Elle était fragmentée, floue par endroits, comme si le parchemin même du temps avait été plongé dans de l'acide pour leur dissimuler certains secrets. Des ombres masquaient les visages, des silences coupaient les mots. Pourtant, grâce à leur profonde sagesse et à la force de leurs liens, l'elfe et la licorne réussirent à en déduire les contours. Ce fragment d'histoire allait, lui aussi, se graver à tout jamais dans le marbre de leur mémoire. Chapitre 1. Le seuil de l'abîme,
la vision s'ouvrait sur l'entrée de la grotte maléfique de l'étriqué. Face à cette nouvelle menace invisible, les amis de Kilo froncèrent les sourcils. L'atmosphère était chargée d'une magie lourde et nauséabonde. Bella renifla l'air et frémit. Refusant de céder à la panique, elle ferma les yeux et visualisa la scène. Grâce à son don, elle réussit à s'insinuer dans l'esprit de la nouvelle venue, et comprit qu'elle était blessée, mais redoutable. À ses côtés, Maël, le petit ratou, sentit immédiatement le danger que représentait cette créature. Petite Fleur, la fée protectrice, avait également perçu la noirceur écrasante de cette nouvelle entité malfaisante. Face à cette certitude, nos amis ne savaient pas quoi faire. D'un commun accord silencieux, ils restèrent là sans bouger, car ils savaient maintenant que c'était trop dangereux de combattre leur ennemi dans la grotte. Le terrain confiné aurait signé leur arrêt de mort. Chapitre 2, la fin de l'entité dans les profondeurs ténébreuses de la caverne. Les parties effacées de la vision laissaient deviner une rage bouillonnante. Pendant ce temps-là, l'entité malfaisante s'impatientait, car l'attente n'était pas son fort. Animée par une cruauté insatiable, elle battait d'avance à l'idée de tuer ces créatures qui venaient à elle. Mais le silence s'éternisait. Comprenant qu'elle s'était arrêtée devant le seuil, elle décida de forcer le destin et de sortir de sa tanière. La soif de sang l'aveuglait. Elle fonça dehors, prête à charger ses ennemis avec toute la fureur des ténèbres. Chapitre 3, le spectre du passé la sonne jamais lieu. L'entité stoppa net. Son élan meurtrier fut brisé net par une vision qui la glaça d'effroi. Elle regarda derrière Kilo et ses amis, et sous le regard stupéfait des compagnons, elle blêmit. La terreur qui se peignit sur le visage de ce monstre était absolue. Kilo vit son trouble. Interloqué par ce retournement de situation, le petit Kangacho se retourna à son tour, et, reconnaissant la silhouette qui venait de surgir dans leur dos, il s'exclama, Ténébra, épilogue. Les ténèbres contre les ténèbres, la vision se dissipa brutalement, comme consumée par des flammes invisibles. Les contours de l'étriqué s'effondrèrent dans l'obscurité pour laisser place au tronc familier des Shenda et Telgar. L'elfe et la licorne reprirent leur respiration, les yeux grands ouverts dans la nuit. La trame de cette histoire corrodée s'était inscrite en eux. La réflexion des gardiens Lyriu passa une main pensive sur son menton, brisant le silence nocturne. Quel étrange fragment, murmura l'elfe. As-tu remarqué comment l'univers a tenté de nous cacher des détails? Ces zones floues, comme rongées par l'acide. Je parie que l'identité exacte de cette entité, sa véritable nature après son affrontement avec sa sœur, devait rester un mystère pour nous. Mais le reste est clair. Ils ont fait preuve d'une grande sagesse en refusant le combat dans la grotte. Licornia secoua doucement sa crinière, un éclat d'intelligence brillant dans ses grands yeux sombres. Sa voix cristalline résonna dans l'esprit du guerrier. La sagesse de Bella et de Maël les a sauvés, Lyriu. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est la terreur de cette créature. Elle était prête à les massacrer, et pourtant, la simple vue de Ténébra l'a pétrifiée. Ténébra, la fille de Déessa Ayla. Bien qu'elle ait rejeté Leonardo, elle porte en elle une puissance qui fait blêmir les entités les plus sombres, les ténèbres qui font peur aux ténèbres. Acquiesça Lyriu avec un léger sourire. L'univers brouille les pistes pour que nous gardions notre libre arbitre, mais l'arrivée de Ténébra prouve que Kilo ne sera pas seul pour nettoyer cette montagne. J'ai hâte de voir ce que l'avenir, ou le passé, nous révélera encore. Le regard de la déesse, ce que Lyriu et Licornia ignoraient, tandis qu'ils devisaient paisiblement sous les étoiles d'Aetelgar, c'est que l'univers n'était pas seulement composé de temps, de vision et de magie corrodée, il était aussi composé de regards. Ailleurs, bien au-delà de la canopée, par-delà les étoiles et les dimensions matérielles, dans un plan d'existence où la lumière est tissée d'or et de sagesse, une présence incommensurable les observait. Assise sur un trône de lumière pure, Déessa Ayla contemplait l'elfe et la licorne à travers le voile des mondes. La déesse esquissa un doux sourire. Elle avait elle-même altéré la vision, plongeant ces quelques fragments dans l'acide métaphorique du temps pour préserver l'équilibre de leur propre destin. En voyant la perspicacité avec laquelle Lyriu et Licornia avaient déduit la vérité, le cœur de la divinité s'emplit de fierté. Ces champions, gardiens silencieux des récits de Kilo, étaient prêts. Elle baissa la main, refermant doucement la fenêtre interdimensionnelle, veillant sur eux dans le plus absolu des silences.